Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison des conférences Beyond. Soyez la bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette conférence. Merci d'être là. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez la bienvenue. Prenons quelques minutes pour faire connaissance. Je vous invite à indiquer dans le chat votre joli prénom et à nous dire de quel pays vous nous suivez. Je vais également me présenter. Je suis Aurélie Anouma, professionnelle des ressources humaines et co-animatrice des conférences Beyond. Donc, j'anime ces conférences avec Ashley Huge, qui sera pour ce soir la voix off. Celle qui retranscrira vos questions pendant la session de questions avec notre invité. Pour les personnes qui nous découvrent ce soir, quelques mots sur l'organisation Beyond. Beyond est un apostolat, c'est-à-dire c'est un service de la Fraternité catholique foi et prière, qui est un mouvement de l'Église catholique fondé en France il y a 24 ans et qui est présent sur les diocèses du 92 et du 94. Beyond a pour objectif de permettre de transformer en profondeur les personnes afin de transformer en profondeur également les environnements professionnels. Soyez la bienvenue, les personnes qui nous prennent en cours. Bonsoir Honorine, depuis la France, super. Donc l'organisation Beyond organise des conférences comme celle que nous tenons ce soir, mais également a un podcast intitulé Et la foi dans tout ça, qui permet de toujours développer les thèmes abordés en conférence sous l'angle de la foi. Nous organisons aussi très prochainement des événements en présentiel comme des networking professionnels. Bonsoir aux personnes qui nous prennent en marche. Soyez la bienvenue encore une fois à cette conférence. C'est la saison 2 des conférences Beyond et nous avons hâte de la dérouler avec vous. Je vois des noms connus, des fidèles parmi les fidèles. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez eu un bon temps de vacances. C'est la rentrée de Beyond ce soir. Maintenant que nous nous connaissons un peu mieux pour les personnes qui se connectent pour la première fois, j'aimerais vous parler de la belle saison que nous allons partager ensemble cette année. C'est une saison, comme je le disais, qui s'annonce plus inspirante que jamais, avec un thème exceptionnel. Vous devinez le thème? Je vous laisse mijoter avant de révéler le thème de cette année. Bonsoir, connectez-vous. N'hésitez pas à partager le lien à vos amis, à vos collègues qui ont besoin d'entendre un message inspirant ce soir. Nos environnements professionnels en ont besoin. C'est la rentrée de Beyond. N'hésitez pas à partager. Je vais attendre encore une minute avant de révéler le thème de ce soir. Pour les personnes qui nous prennent en marche, laissez-nous dans le commentaire votre prénom et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Bonsoir, Monsieur Kwasi depuis Abidjan. Bienvenue. Madame Koné depuis Abidjan.
Bienvenue. Lucien Albert Gomis depuis le Sénégal. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Soc Natal depuis le Sénégal. Le Sénégal est représenté. On se demande pourquoi. C'est mon deuxième pays, c'est mon pays de cœur. Un pays qui a été vraiment une terre de bénédiction pour moi. Donc, ça est salué mes parents du Sénégal. Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, c'est l'heure de la révélation du thème de l'année. Je vais partager mon écran. J'espère que la technologie le permettra. Vous fait découvrir l'aventure que nous allons vivre ensemble cette année. Alors, je vais demander le support de Ashley pour me Oui. redonner la main en tant que hôte pour que je puisse partir. Non, c'est la haute cachée qui doit te donner la main. Moi, je peux pas. Donc, la haute cachée, Alors, Beyond, c'est toute une équipe, hein. Il y a du monde dans les coulisses. ouais, c'est Donc, la je vais haute. demander la main à la technique pour pouvoir diffuser la vidéo de présentation du thème de l'année. Normalement, elle t'a donné la main. Ah, super, merci beaucoup. Alors, hop. Bon visionnage. Chers membres de la communauté, une nouvelle année s'annonce et avec elle une invitation qui résonne profondément, que ton règne vienne. Ce n'est pas juste une prière, c'est un appel à vivre autrement. À laisser Dieu régner, pas seulement dans nos cœurs, mais dans nos lieux de travail, nos prises de décision, nos projets et nos relations professionnelles. Oui, que son règne prenne forme dans nos entreprises, dans nos équipes, dans nos engagements, là où nous passons la plus grande partie de notre vie. Le royaume des cieux ne descend pas comme un phénomène extérieur. Il prend chair dans nos vies, dans notre façon d'aimer, de servir, de travailler. Quand je prends ma place, quand je fais fructifier les dons que Dieu a déposés en moi, son royaume devient alors visible à travers moi. Dieu n'a jamais voulu régner seul. Il nous a associés à son œuvre. Quand je gouverne ma vie professionnelle avec confiance et sagesse, sa souveraineté se manifeste dans la finance. Dire que ton règne vienne, c'est dire que ton règne prenne vie en moi. Que mes talents, mes compétences, mes décisions deviennent des instruments du royaume. En vérité, quand je règne, Dieu règne. Quand je brille dans mon travail, Dieu se révèle. Et quand j'entre dans mon appel, le royaume de Dieu se manifeste. Le monde du travail attend des femmes et des hommes de habiter cohérents. non pour leur gloire, mais pour que la présence de Dieu prenne forme au milieu des réalités. Ce règne n'est pas domination, mais manifestation. Pas un règne d'orgueil, un règne de service. Pas un règne de position, un règne pas un règne de centrisme, mais un règne d'amour. C'est le royaume à travers moi. Que ton règne vienne, Seigneur, à travers nos vies, nos voix, nos cœurs. Cette année, faisons de nos lieux de travail des espaces de royaume. Est-ce que le son est bon, comme on dit à Abidjan? Est-ce que le thème vous donne autant hâte qu'à nous, l'équipe de Beyond? Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que ce thème évoque en vous. Merci pour vos commentaires. C'est génial. Merci, merci, merci. C'est une saison qui s'annonce très inspirante. Sans plus tarder, nous allons parler de ce qui nous réunit ce soir. Donc, cette première conférence de la saison,
pour laquelle nous aurons le plaisir d'échanger avec une panéliste exceptionnelle, une grande dame, Anna Diouf, la grande et magnifique dame de Monsieur Sarr, une femme de vision, de foi, d'impact, que j'apprécie particulièrement. Anna est CEO de Apex Pro, une organisation qu'elle a créée qui est spécialisée dans la formation, l'événementiel institutionnel, l'organisation de team building et la communication. Elle est coach exécutive en leadership transformationnel, conduite de changement et art oratoire. Elle est titulaire d'un Bachelor of Art in Economics. Elle est certifiée en Excellence Leadership de Harvard University et elle poursuit actuellement même un doctorat en leadership. Ce n'est pas fini. Je vous ai annoncé une panéliste exceptionnelle. Anna est consultante pour l'armée. Elle intervient auprès de plusieurs états-majors en Afrique subsaharienne, notamment à l'école de guerre. L'école de guerre, c'est la plus haute institution de formation des armées. Anna a également fondé Useful Life, une initiative qui est pour elle une injonction intérieure, vivre et fait vivre, en partageant généreusement son savoir et son expérience, notamment auprès des plus jeunes. C'est une chrétienne engagée, pour qui toutes les actions sont guidées par une foi profonde et une volonté d'impact durable. Chers Beyonders, aidez-moi à accueillir chaleureusement notre panéliste de ce soir, Anna Diouf Sarr. Bonsoir, bonsoir Aurélie. Bonsoir Anna, merci d'être avec nous. Ouais, un plaisir de vous retrouver et de retrouver tous ces participants qui se connectent au fur et à mesure. Merci, je sais que ce n'est pas la grande femme, mais voilà, tu as tenu quand même à être là ce soir. Merci de tout cœur. Merci. Super. Alors, cette présentation, j'ai été dithyrambique, hein, c'est well deserved, comme on dit, mais je suis très admirative de ce parcours. Bravo pour ce que tu fais. Que Dieu continue de te combler de bénédictions pour que tu puisses Amen. continuer à impacter. À lui Ce soit toute soir, la gloire. Amen. Ce soir, on parle de compétences non conventionnelles. Est-ce que dans cette présentation que j'ai faite, j'ai évoqué des compétences que tu considérais comme des compétences non conventionnelles pour toi? Toutes les compétences, parce que c'est du domaine des sciences humaines. Et une fois que c'est des sciences humaines, c'est pas de la comptabilité. Donc, le leadership transformationnel, c'est pas de la comptabilité. La conduite du changement pourrait l'être aussi non conventionnelle. En tout cas, c'est surtout des aptitudes ou des événements non conventionnels qui m'ont amené à exercer ce que je fais actuellement. Donc, le leadership est assez... tout le monde en parle, tout le monde l'étudie, tout le monde veut l'avoir, mais ça demande beaucoup plus que ce que la norme voudrait, surtout en Super. termes Tout n'est pas dans d'impact. les livres, en tout cas. Ouais, pas seulement dans les livres. Dans Pas les livres, seulement. on aura la théorie, voilà. Tout le reste, c'est un parcours, c'est une histoire. Voilà, c'est toute une Super. vie. Très intéressant. Est-ce que tu penses, Anna, que finalement tout le monde possède cette part de compétences non conventionnelles? Absolument. Tout le monde a ses compétences non conventionnelles, mais il s'agira de les identifier, de les valoriser et de les prendre comme des compétences. Parce qu'il arrive souvent que ces compétences soient prises comme, ne soient pas, si elles ne sont pas identifiées et valorisées, elles ne deviennent pas des compétences. Elles restent juste des choses que l'on a vécues. On passe dessus comme ça. Maintenant, c'est lorsqu'on capitalise ce qu'on a vécu, lorsqu'on a la capacité de relire ce qu'on a vécu, ensuite de les transmettre, de les transférer en action. Et then, là, une fois, deux fois, trois fois, et ça devient une compétence. Très intéressant. Donc finalement, une compétence non conventionnelle est le produit de l'histoire. Le produit de l'histoire, le produit d'un parcours, le produit de l'impact des événements, le produit également des choix. Super, très intéressant.
Et si je prends ma casquette de professionnelle des ressources humaines, j'ai envie de dire, c'est ce qui ne figure pas sur les job descriptions, sur les descriptifs de poste. Correct. On peut mettre beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas y mettre qui sont Ouais. liées à l'individu et c'est ce dont on va parler ce soir. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous dire, nous partager, comment est-ce que toi, dans ton parcours, tu as pu identifier ces compétences-là pour considérer aujourd'hui que ce sont des compétences et pas seulement euh, des événements de ton histoire? Alors, quand je dis que c'est un parcours et ce sont peut-être des épisodes de nos vies qui nous permettent de voir, je vais peut-être raconter une petite histoire. Une fois, j'étais au Tchad en gestion de conflits pour une organisation internationale. Et lorsque je suis arrivée en tant que femme, ils avaient des conflits. Donc, un d'entre eux, et je pense qu'il est membre du syndicat ou quoi, il s'est levé et il a pris la parole et il a dit au DRH qui m'avait fait venir, en tout cas à l'organisation, pourquoi leur manquer de respect et leur amener une femme pour une petite, voilà, ils ont dit une petite, pour conduire ce séminaire qui est très sérieux pour eux parce que c'était réellement de la gestion de conflits entre des territoires. Et, euh, et ça a fait du bruit parce que ce monsieur avec plein de charisme et tout, et ça a fait beaucoup de bruit. Donc, à la pause, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie et je l'ai apostrophé à la pause, justement, et je lui ai dit, mais vous savez que c'est l'enfant de quelqu'un qui est là? Il me regarde et il était très grand de taille. Il me regarde, j'étais toute petite devant lui. Il me dit, oui, 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 mais ici, on a des choses sérieuses à régler. Je lui dis, OK. Ah, mais par contre, vous êtes du Sénégal? Ma fille est au Sénégal. Je lui dis, oui. Votre fille est au Sénégal? Oui, oui. OK. Dites à votre fille que lorsqu'elle va marcher, qu'elle se retourne pour vérifier ses arrières. Parce que ce que vous venez de me faire là, si on fait ça à votre fille, ça risque de ne pas vous plaire. Hein, donc, si vous saviez de quoi je suis capable, vous allez faire attention à ce que vous avez dit. Et le monsieur m'a regardé, un vieux monsieur, il m'a dit, il m'a regardé les grands yeux comme ça, il m'a dit, eh ben, dis donc, vous avez de l'audace. Et que non, vous venez de me faire quelque chose que je n'ai pas apprécié. Ça m'avait même rien fait, hein, j'étais juste en train de chahuter un peu. Après, je retourne en salle. Il me dit, mais quoi faire maintenant? Maintenant que vous rectifiez ce que vous avez fait, tout de suite là, vous le rectifiez. À faute publique, réparation publique. Vous le rectifiez et vous me permettez de faire mon travail parce que je suis là pour ça. Alors, quelle est l'aptitude qui m'a permis d'avoir cette audace? Parce que c'est des choses que j'ai peut-être eu à travailler chez moi, dans une maison avec, vous savez, quand ton papa est l'aîné de la famille, il arrive que, surtout ici au Sénégal, je ne sais pas trop comment ça se passe à Abidjan, que tous les cousins, les cousines, les tontons, tout le monde vient à la maison. Donc j'ai grandi dans une famille où il y avait au moins 22 personnes. 22 personnes et voilà, c'était tout le temps c'est comme une jungle dans la famille. Donc, il fallait se frayer un espace, il fallait prendre sa place. Et en repensant à ce thème, ce sont des choses comme ça qui m'ont permis de sortir, en tout cas, des sentiers battus pour régler un problème. J'aurais pu, normalement, appeler le DRH, amener les clauses des contrats, faire telle chose, ou même me faire payer et partir même. Mais j'avais envie de changer les choses et de faire ma part. Super, super. Finalement, nos maisons, nos histoires sont vraiment des écoles de Oui, la vie. alors souvent quand je fais dans une de mes conférences, je dis il faut que l'on réfléchisse à quelle forge vous avez été forgé, dans quel atelier vous avez été forgé. Qui était autour de vous lorsque vous étiez en train de grandir? Quelles sont ces choses que vous avez prises sur la route, des choses que vous avez prises en chemin? J'ai fait une recherche, une théorie que j'appelle la valise de la vie, qui explique qu'à chaque fois qu'on vit un événement, une épreuve ou juste des belles choses même, on récupère quelque chose de cet événement ou de cet impact et on range dans notre valise. Et je fais l'exercice de 5 à 10 ans pour des groupes de 10 à 13 ans, 13, 18 ans. Et après, à partir de 25 ans, maintenant, on commence après avoir traîné notre valise et le remplir 23, 32 kilos, peu importe, lorsqu'on rencontre des personnes, on ouvre la valise et c'est ce qu'on a dans la valise qu'on utilise pour interagir avec les gens. Donc, c'est là qu'il est important de voir qu'est-ce qu'il y a dans ta valise. Voilà. Exactement. Et Faire un peu justement, de rapport.
comment mettre un nom, comment mettre un mot sur ce qu'il y a dans la valise? Comment on Alors, passe de l'expérience vécue à la conversion en compétences sur laquelle on va capitaliser, qu'on va utiliser dans la vie professionnelle notamment? alors, il s'agit d'abord de l'identifier. Alors, le plus grand problème que nous autres, on a, nous tous, je m'y mets dedans, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. On ne met pas assez les projecteurs sur nous, sur notre histoire, sur notre parcours et sur l'impact des événements sur nos vies. Il arrive des fois, je prends l'exemple de quelqu'un qui s'est levé un bon matin et qui doit faire une conférence. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Et sur la route, il y a quelque chose qui a shifté ton humeur. Il faut que tu prennes 5 minutes pour voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 10 minutes, j'étais bien. Mais après 10 minutes, quelque chose s'est passé. Et lorsqu'on identifie cette chose, il faut faire ce qu'on appelle dans la pensée systémique, il faut décomposer la chose. Dans ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qui m'a énervé? Est-ce la façon dont il me l'a dit? Est-ce le mot utilisé? Est-ce une mimique ou quelque chose que j'ai ressenti? Alors, une fois qu'on identifie quelque chose, c'est comme si on dominait cette chose. Je pense que si le bon Dieu, et quand le Seigneur a donné la grâce à Adam et Ève de nommer ce qui a été créé, de leur donner un nom, et d'ailleurs même dans la tradition, lorsqu'on a un fils chez nous, c'est le papa qui donne un nom à l'enfant. Et lorsque c'est signe d'autorité. Et même dans nos humeurs, dans nos émotions, lorsqu'on arrive à les identifier, à les nommer, même nos blessures, c'est comme si on prend un peu plus d'ascendant sur ce qu'on est en train de vivre. Donc, ces compétences, avant qu'elles soient des compétences, il faut d'abord relire, relire et puis relire les impacts. Si le résultat est bon, si le résultat est bon, nous arrange et entre en ligne avec ce que nous voulons accomplir, alors que ça attire un peu plus notre attention. Next time, try it again, you know. Essaye encore next time. Et selon ces actions-là, on est, tiens, cette chose-là, je l'ai vécue à tel lieu, c'était pas simple, mais maintenant, ça m'a réussi. Alors, une compétence s'acquiert avec de l'exercice, je dirais, avec un frottement. Une compétence peut ne pas tomber juste comme ça. C'est comme si on doit, c'est un talent reçu et ce talent est aiguisé, ou bien un noyau que l'on presse et le jus en sort, et après on l'utilise. On l'utilise, on relie les impacts, on dit, ah tiens, je suis pas mal dans cette chose-là. Voilà. Donc, cette relecture, cette halte nous permet non seulement d'identifier, mais également de l'utiliser et de voir l'impact de son utilisation autour de nous. Super. Ça me fait penser à un outil qui redevient très à la mode, c'est la tenue d'un journal. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses sur le journaling. Le Oui. fait d'écrire ces journées, ça permet aussi de consigner. Et c'est une forme de relecture. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Ben oui, hein, surtout le matin. Alors, je conseillerais cela parce que on peut, quand on était beaucoup plus jeune, on avait chacun nos journaux intimes, les agendas intimes, on écrivait plein de choses. Je ne sais pas si ça nous a aidé à voir un peu plus clair. Bon, je ne suis pas sûre que ça nous ait aidé à voir un peu plus clair, mais cette fois-ci, arrivé à un certain degré de maturité, il faut se prendre en charge. Et se prendre en charge, pour moi, c'est ne plus vivre sa vie en brouillon, c'est de sortir la copie propre. Je sors d'une conférence où je disais aux gens, ben, si vous faites l'espérance de vie, on a peut-être 100 ans, 80 ans. Si on fait la soustraction, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a Mm. plus beaucoup de temps, donc chaque jour doit compter. Sortir la copie propre inclut d'utiliser tout ce qui a été à notre avantage. Hein. J'insisterai sur les épreuves peut-être tout à l'heure, mais tout ce qui a été à notre avantage et de voir ces choses-là, comment elles peuvent être appliquées. Ensuite, de se dire qu'on n'est pas ici au hasard. On n'est pas dans le monde par hasard. Bon, celui qui nous a fait n'est pas un bricoleur. Il n'est pas un bricoleur, il ne fait pas les choses au hasard. So, il nous a mis sur terre pour quelque chose de précis. Et il nous en ramènera à lui pour vivre toute cette félicité avec lui. Donc, la chance qu'on a, c'est qu'on est en train de vivre et qu'on peut faire des bonnes actions, on peut avoir de l'impact pendant qu'on est là. Voilà.
Et si Super, vous c'est très savez, intéressant. Aurélie, quand je pense surtout à faire de l'impact, et je pense que, je ne sais plus qui l'a dit dans la Bible, je pense que c'est Job, que lorsque le Seigneur nous verra face à face, qu'il ne détourne pas les yeux de moi, j'aurai fait ma part, comme Saint Paul, comme tous ces grands, toutes ces colonnes de l'Église. Amen. Amen. Je retiens de ce que tu dis, relecture, relecture régulière des événements, Ouais. les consigner, si possible, dans un journal. Chacun trouve sa méthode, mais les consigner. Euh, et puis, finalement, les aiguiser. Donc, la pratique pour les transformer en compétences. Absolument. Super, très intéressant. Oups. Ok. Quelqu'un avait un petit souci technique? Très Ah, bien. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'une situation qui peut être positive ou plus challengeante, où justement l'une de ces compétences-là a fait la différence, ou comment aujourd'hui tu mobilises ces compétences issues de ton histoire dans l'exercice de ces différents aspects de ta vie professionnelle en tant qu'entrepreneur et puis aussi. excusez-moi. Alors, je prendrai un exemple un peu plus général. Si je parle de la conduite du changement, ce qui m'a permis de savoir, ce qui m'a permis de savoir que c'était possible, en fait, je vais dire que j'ai commencé à faire la conduite du changement. Wow, excusez-moi, Ashley. Merci pour ta résilience, hein. Ça, c'était inattendu. Et voilà. Alors, je parle d'un constat général. J'ai commencé à exercer la conduite du changement avant de me certifier. Et c'était avec un gouvernement. Et c'était du sérieux, du très sérieux parce que il s'agissait du renouveau du service public. Voilà. Donc, je vois un ministre à la télé expliquer ce que doit faire. Et j'explique à quelqu'un qui est à côté. Jesus. Merci. J'explique à quelqu'un qui est à côté de moi ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle veut faire, je sais le faire. Il me dit, mais comment est-ce que tu sais le faire? Tu n'as jamais fait. Je me dis que je sais le faire. Je connais les étapes pour arriver à faire quelque chose à quelqu'un. Je n'avais pas encore fait ma certification. Alors, ils ont demandé qui faisait ça, j'ai dit moi. Et avec ça, j'ai postulé et j'ai commencé. J'ai commencé la consultance qui devait aller avec 1 an, 2 ans. Et au bout, c'est à l'intérieur de la consultation que j'ai pu euh, faire ma certification, mais je savais le faire. Alors, et au lieu de lire des bouquins, ce que j'ai fait, j'ai vu dans notre vie de tous les jours quand est-ce qu'on a vécu un changement brusque, une rupture. Et j'ai découvert plus tard que c'est la même méthode que les spécialistes ont utilisée. Prenons la courbe du deuil en changement. Si, par exemple, quelqu'un d'entre nous, tu perds un être cher, il va falloir réapprendre à t'adapter à la vie sans cette personne, à apprendre à faire tout ce que tu dois faire sans cette personne. Et je me suis posé la question, au-delà de la compétence, qu'est-ce qui me permet de pouvoir le faire? Et je me suis rappelé de mon parcours. Je suis capable de le faire parce que quelqu'un comme mon père, qui était fonctionnaire, a été affecté à différents endroits. Et on l'a suivi à tout le temps, on était avec lui. Nous-mêmes, on vit ces changements. Quelqu'un qui a vécu à Abidjan, grandi à Abidjan et se retrouve en France. Comment tu fais pour t'adapter à ton environnement? Donc, cela demande juste un peu plus de relecture si c'est ta spécialisation, un peu plus de relecture et sortir les différents éléments qui m'ont aidé à le faire. Donc, réellement, ce sens de l'adaptation, pour moi, c'est une qualité. Et ça, je l'ai vécu en relisant
et en me rendant compte, mais tiens, j'étais capable de faire ça. Comment traduire ça en des points clairs? Et après, j'ai fait la certification Trust Me. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai fait la certification que pour avoir les termes et paraître intelligent. Mais j'avais le contenu. Super. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur l'exercice de relecture. Est-ce que dans ta pratique de cet exercice, il y a des questions typiques que tu te poses pour pouvoir décrypter ou une approche, comme tu disais, systémique, où il faut relire, revisiter, découper l'événement? Comment Alors, est-ce que tu procèdes? voilà. Il faut voir, Aurélie, que moi, n'étant pas DRH, hein, je ne suis pas aussi méthodique que les DRH et autres. Je vais beaucoup avec le feeling, right? Effectivement, c'est après avoir vécu ça et après même avoir sorti la réponse que je reviens revisiter pour trouver ce que tu dis actuellement. La première étape pour moi, c'est la relecture globale. Et moi, la relecture globale que je propose, c'est de le faire à partir de tranches d'âge. Voilà. Pas depuis 5 ans, l'âge de 5 ans, à 5 ans, c'est l'âge où on reconnaît le bien, le mal, où on reconnaît, où on est beaucoup plus conscient et on se rappelle des souvenirs. Voilà. Donc, pour moi, il faut réellement observer ces périodes-là. Tu as vécu avec qui? Tu as joué avec qui? Tu jouais quel type de jeu? Ah, d'ailleurs, je pensais en voyant le thème, j'ai repensé à quelque chose qu'on faisait lorsqu'on était enfant, chez nous ici, chez ma grand-mère. On prenait le maïs, la couverture, hein, ce qui couvre le maïs, la tête du maïs, et on en faisait de petites, Des euh, poupées. voilà, et on tressait avec. On tressait, on tressait, on tressait. Alors, je suis allée aux États-Unis en tant qu'étudiante. Il fallait que j'ai un peu d'argent de poche. Et donc, dans les salons de coiffure, je ne savais pas faire le début. Mais je savais tresser, juste descendre les choses. Et je le faisais tellement bien et qu'on me payait pour ça. Et ça me faisait de l'argent de poche. Donc, c'est vraiment ce que j'ai appris quand j'étais toute petite qui m'a aidé un peu à trouver un peu d'argent de poche. Et voilà. Donc, à 5 10 ans, où est-ce que tu as été? Avec qui tu as vécu? Quels sont les événements que tu as vécus? Qu'est-ce qui t'a permis de faire ça? Parce que ce que l'homme doit comprendre, c'est qu'on est tout le temps en train de changer. On a appris à marcher. Et la première étape, c'est de voir l'identification. C'est lorsqu'on identifie est-ce qu'on est consciemment incompétent. Le fait d'être consciemment incompétent, ça veut dire qu'on sait maintenant dans quel domaine on n'excelle pas. Après, on va l'apprendre. Après, ça devient conventionnel, hein. Lorsqu'on l'a appris, lorsqu'on le met, ça devient conventionnel. Si on reste dans le non conventionnel, c'est ce que la vie nous a donné. C'est ce que l'environnement nous a donné. C'est ce qui a été forgé en nous en caractère et qu'on n'écrit pas sur les CV. Donc, l'identification. Après cette identification, qu'est-ce que vous savez faire? Comment vous avez réagi? Parce que tout ce qui est non conventionnel qu'on n'écrit pas, c'est souvent c'est nos attitudes, c'est nos qualités, c'est nos comportements et notre capacité de résilience. Voilà. Tout ça là, si on essaie d'énumérer ces choses, on pourrait trouver. En fait, ce qui est central, c'est de se connaître. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On ne met pas assez les projecteurs sur nous. Et il y a même un autre exercice que je propose, hein, ceux qui sont connectés pourraient l'utiliser, euh, de faire parce que la génétique, dans ces longs exercices, la génétique aussi euh, 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 intervient. Je dis souvent, il faut faire 2 colonnes, hein, et mettre les qualités du père, les défauts du papa, les qualités de la maman et les défauts de la maman. Ensuite, on se met au milieu et on fait des flèches. Et on voit qu'est-ce qu'on a pris chez le papa, qu'est-ce qu'on a pris chez la maman. Et là, on commence à se connaître un peu mieux. Il arrive qu'on n'ait pas conscience qu'on crie fort ou qu'on est très exubérant. Mais après, lorsqu'on observe nos parents, on dit, ah tiens, j'ai pris ça chez lui. Mais lui, en le faisant, on a vu les petites erreurs. Voilà. Il n'en était pas conscient, mais moi, maintenant, j'en suis conscient parce que je vois comment il était et comment on peut l'utiliser et comment il faut vraiment pas l'utiliser à quel moment. Donc, cette relecture de voir l'autre nous permet de la voir. L'autre étape, c'est de poser des questions autour de soi.
Comment est-ce que vous êtes perçu, Aurélie? Parce que, je le dis dans toutes mes conférences, la perception est plus importante que la réalité. Parce que les gens interagissent avec vous selon la façon dont vous êtes perçu. Hein? Quelqu'un dit, la vie ne fait pas le moine, mais si On tu... reconnaît le moine. Voilà, on reconnaît le moine. Les portes du monastère ne vont pas s'ouvrir si tu te présentes, je ne sais pas trop comment. Et donc, réellement, de voir comment est-ce que vous êtes perçu. Il arrive qu'on soit choqué de comment les gens ont interagi avec nous, mais on s'est pas posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont perçu pour interagir avec moi comme ça? Donc, posez la question. Je vois des gens, par exemple, qui se disent, mais moi, au fond, j'ai un bon cœur, je suis gentil, mais dans mon visage, les gens pensent que je suis sévère. Je dis, OK, mire-toi, ma chérie. Il va devant le miroir. Et est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'il y a dans ton cœur et ton visage? S'il y en a, il faut réduire le gap pour avoir cet alignement de ce qu'on est intérieurement, ce que les gens voient intérieurement, aligné avec nos actions et nos intentions. Super, c'est très, très inspirant. Merci beaucoup. Et je voudrais revenir sur la question du feedback. C'est un point sur lequel on a beaucoup insisté l'année dernière. Effectivement, demander du feedback, ça permet aussi d'identifier ces talents, d'identifier ces compétences-là, qui nous paraissent tellement naturelles, mais qui sont des vrais atouts pour nous, et de rectifier les choses qu'il y a à rectifier. Ton micro est désactivé. Je dis souvent en salle ou en conférence que lorsqu'on vous corrige, c'est un trésor. Parce qu'on vous corrige inbox, ici. On vous corrige à huis clos, right? Personne n'a vu ce qu'on a. On vous corrige et que vous prenez et vous... C'est incroyable comment on pense que on est capable de faire de grandes choses et que tout est correct. C'est pas possible. Il y a peut-être souvent des petites choses qu'on doit corriger et ça, c'est l'œil extérieur qui nous lit, qui nous le montre et qui nous dit, ah, il faut changer ça. Mais tu changes ça à deux, trois personnes, tu changes ça. Mais quand tu vas le changer, combien de personnes vont voir la beauté du résultat? Il faut penser au résultat final. Super. Merci beaucoup, Anna. J'aimerais à présent qu'on s'intéresse aux événements moins joyeux de nos vies qui sont aussi des sources de formation pour nous. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait identifier, pratiquer. Quand c'est moins joyeux, on n'a pas trop envie de repratiquer à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces événements-là pour finalement les convertir en vrais leviers? Dans la Bible, il est écrit, si tu prétends servir le Seigneur, attends-toi à être éprouvé comme on éprouve l'or au creuset du feu pour être utilisable. J'ai l'habitude de dire, certains événements que nous vivons ne sont pas, si nous sommes encore vivants le lendemain et que nous continuons à vivre, même si nous sommes amochés, défigurés, touchés, blessés et nous saignons, si ça ne nous a pas tués, c'était pas destiné à nous détruire. C'était destiné sûrement à nous construire, à nous affiner. Nos émotions doivent être affinées, notre maturité doit être affinée, notre façon de faire doit être affinée. Et sometimes, pour que ça puisse être affiné, il faut passer des fois par le creuset du feu. Aujourd'hui, je montre le processus du diamant. C'est qu'il faut que le diamant, le charbon ou la pierre ou le whatever, qu'il soit enterré au fond du sol et qu'il puisse supporter près de 240 degrés de chaleur. Et ça sort et c'est un diamant. Et lorsque la maturation arrive à terme, c'est le sol qui rejette le diamant. Et du coup, les chercheurs de diamants sont en train de chercher à tous les niveaux. C'est pas seulement au fond qu'on les trouve. À un moment, c'est le sol qui fait remonter le diamant sur la terre parce que a subi cette période de maturation. Alors, on veut être des diamants, mais on ne veut pas souffrir. Right? Je ne demande pas qu'on appelle la souffrance, mais si cela croise notre chemin, l'épreuve croise notre chemin et qu'on sait l'offrir et qu'on sait vivre avec, right? Qu'est-ce qui arrive? On lui donne un sens. Il doit y avoir une raison. Et pour trouver cette raison, euh, il faut pas seulement considérer les dommages collatéraux. C'est la première chose qui nous saute aux yeux. Ce sont les dommages collatéraux.
Mais ces dommages collatéraux, lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on a le temps dans ce silence, dans beaucoup d'intériorité, le temps de relire certaines choses, sûrement qu'il y a des avantages collatéraux à côté de ces épreuves. Quand le Seigneur part à Samarie, il ne fréquente pas les Samaritains, right? Il aurait pu faire le grand détour que lui proposaient les apôtres. Il est passé par le chemin que lui-même il s'est choisi et il fallait qu'il passe par la Samarie. Et il fallait peut-être que tu passes par certaines épreuves, par certaines choses pas faciles. Il fallait que tu y passes parce que les eaux calmes ne font pas des marins chevronnés. Il va falloir, voilà, des eaux troubles pour qu'on soit parmi les meilleurs marins, les meilleurs nageurs. Alors, ces épreuves, on les voit comme ça pour nous affiner. Voilà. Et ça, c'est une relecture des dommages collatéraux, des avantages collatéraux de ces épreuves. Ensuite, on sera passé, c'est comme des initiations en fait. Vous voyez, certaines personnes sont passées par la perte d'un être cher. Ils ont été initiés. They know what it is. Ils savent à quel point ça fait mal. Après, ils en ressortent. En termes de non conventionnel, quand tu perds un être cher, par exemple, eh bien, ça te réveille plus aux réalités d'en haut. Anyway, now you think about upstairs, right? Maintenant, tu commences à penser au ciel. Maintenant, tu commences à penser à Dieu. Parce qu'on t'a dit depuis là qu'ici, c'est éphémère, qu'ici, c'est... Mais tu n'en avais pas conscience. Un thé, tu perds ton papa ou ta maman, et là, tu te rends compte que, ah tiens, la vie à venir. Voilà. Et ensuite, en compétence, en épreuve, un truc, mais regardez les grands hommes de la Bible. Mon cher, je dis mon cher David, parce que moi, je suis une fan du roi David. J'aime sa façon de faire. Right? Le gars il était pas très aimé, hein, était pas assez légitime. Il était peut-être, en tout cas, il faisait pas forcément la fierté de ses parents. Mais combien de compétences non conventionnelles, non connues, il a pu aiguiser en étant avec ses brebis. Combien de choses. La preuve d'ailleurs, c'est le thème, quand vous dites Goliath, je pense à David directement. La preuve, Tout à fait. voilà. La preuve, ce sont ses compétences non conventionnelles. À qui? Il a dit à ses frères quand il s'est présenté pour faire face à Goliath, que moi, quand je suis avec mes troupeaux et qu'un lion vient pour les prendre, je peux prendre le lion, ouvrir sa bouche et sortir la brebis. Les frères peuvent croire que c'est une fable ou whatever, mais en tout cas, ce qu'il a vécu là-bas pendant qu'il était tout seul, comment il a aiguisé ses compétences à jouer à la harpe, n'est-ce pas? Il avait tout le temps de faire ce qu'il voulait. Jouer à la harpe jusqu'à ce que le roi ait besoin de lui pour qu'il joue, pour calmer ses esprits et ses démons. Il a développé, pendant qu'il était tout seul, euh, ses compétences. Et beaucoup de prophètes, d'ailleurs, dans la Bible, ont eu ça. Moïse était quelqu'un qui bégayait. Mais Moïse avait le sens de la justice. Excusez-moi. Oh God. Oh Dieu, D'accord. c'est pas simple. Je suis encore connectée. Oui, oui, oui. OK. On peut couper la caméra un S'il vous instant. plaît, Te je permet crois de... même plus. Oh, Oui. Chère hôte, décidément. euh, euh, effectivement, rien n'est fortuit, tout est expérience, tout est école, tout est formation pour nous permettre de nous développer. Alors, tu permets que je prenne l'exemple de Moïse? Mhm. Voilà. Moïse, par exemple, il bégait. Moïse, ce qu'il a fait sortir d'Égypte, c'est qu'il avait déjà le sens de la justice. Il se bagarrait. Il a vu quelqu'un frapper quelqu'un, il s'est bagarré avec lui. Il sort d'Égypte, il se réfugie, il voit quelqu'un en train de fatiguer les femmes qui étaient en train de puiser, il s'interpose aussi. Mais c'est le même Moïse qui entend la voix de l'Éternel qui lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. C'est le même Moïse qui repart en justicier au niveau de l'Égypte pour libérer.
Donc, je pense, moi aussi, je pense très sincèrement que le Seigneur greffe un charisme, un don aux qualités. Il prend une qualité qui est là, il le transforme en quelque chose d'extraordinaire. Et les grands hommes qui ont fait des choses extraordinaires ont peut-être certainement reçu une grâce de Dieu, mais c'est des choses qui étaient tapies déjà. D'ailleurs, celui qui nous a fait est capable de savoir ce qui est en nous et comment sublimer toutes ces choses-là pour que ça puisse servir. Super, super. Si on revient plus dans un cadre conventionnel, le cadre de l'entreprise, quels sont pour toi les principaux Goliaths qu'on peut y rencontrer? Alors, pour ce thème, je vous prends vraiment au mot. Hein? Je vois foi, prière, je vois Goliath, je vois tous ces termes. Et en pensant à cela rapidement, un des premiers Goliaths qui peut nous faire perdre, en tout cas, la grâce ou un poste, je parlerai de l'orgueil. L'orgueil est un des Goliaths qui peut détruire l'homme. Et c'est à cause de l'orgueil que les gens sont passés à côté de beaucoup de choses. C'est à cause de l'orgueil que les gens, l'humilité nous fait apprendre beaucoup de choses. Je le dis souvent, on ne peut pas remplir un vase, non seulement supposé, rempli, ensuite fermé. Il ne peut pas être rempli. On ne peut rien mettre dedans. Il faut apprendre à ouvrir le vase, à déverser, ensuite à reprendre, à changer l'eau, à changer le liquide, à changer le contenant. Donc, un des Goliaths qui nous fatigue, dans le milieu professionnel et ailleurs, c'est d'abord l'orgueil. L'orgueil n'agit pas en notre faveur. Pour que cet esprit opère, il lui faut une chose essentielle, c'est de la place, c'est l'humilité. Donc, faites place pour faire de grandes choses. Faites place à Dieu pour faire des choses que les gens n'oublient pas. Donc, l'orgueil est quelque chose qui nous fatigue, en entreprise ou ailleurs. Voilà. Autre chose, et ensuite, Aurélie, en réalité, si je parle à des enfants de Dieu qui croient en Dieu, Saint Paul nous le dit, nous ne battons pas contre des êtres en chair et en os. Nous partons contre des esprits et des dominations. Et un ami, un supérieur de monastère, un papa à nous, était en train de nous dire, vous pensez que si le diable vient, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va allumer et mettre un incendie dans une maison, certes. Non, 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 il n'agit pas comme ça. Il agit en faisant un petit trou. Et dans ce trou-là, il va puiser ton énergie, le découragement, les choses. Toi qui penses voir le diable dans des choses catastrophiques, il ne va pas le faire. Il agit très, très, très subtilement. Et donc, c'est le découragement, l'orgueil. Ces choses-là sont de grands Goliaths de nos vies. La paresse, voilà, le manque de constance. Parce que ce que je n'aime pas, c'est que quelque chose m'arrive et on trouve qui m'a fait du tort. Non, quelle est ta part dans cette chose? Nous sommes de grandes personnes responsables. Nous avons été formés au feu. Right? Nous sommes sortis de quelque chose. Nous avons vécu des choses. Et nous prenons entièrement la responsabilité de ce qui nous arrive et nous traçons notre chemin. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas agir sur l'autre. On peut difficilement agir sur l'autre. On peut travailler sur nous-mêmes. Et c'est de vaincre nos Goliaths intérieurs, l'orgueil, le manque d'humilité. Ce n'est pas bon. Le découragement, la paresse, il faut shifter nos minds. Le manque d'estime de nous-mêmes. C'est un autre Goliath qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas bon. Toutes ces choses, ce sont des Goliaths qui peuvent nuire à l'homme tout simplement, que ce soit en entreprise ou dans un autre milieu. Super, super. Et comment est-ce que nos compétences non conventionnelles peuvent nous aider à les vaincre? Alors, je reviens à la relecture. Right? Je reviens à la relecture, à l'identification. C'est une vraie clé. Une fois qu'on a identifié ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on en fait? On l'utilise. On l'utilise avec beaucoup de lucidité. Donc, quand les gens parlent d'intelligence émotionnelle et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas les premiers de la classe qui ont forcément créé des empires, qui sont devenus des milliardaires, qu'est-ce qu'ils ont en eux? C'est la relecture.
Oups. D'accord. Aurélie, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive d'être carrément enrhumée et de faire une conférence sur Zoom. Mais comme tu y tiens, on va y aller jusqu'au bout avec Merci mes pour ta pauvretés. résilience. Avec mes pauvretés. Alors, je disais, la relecture, right? Comment les vaincre, c'est d'identifier le contraire de ces Goliaths. Qu'est-ce qui marche? Vous voyez, ce que j'aime dans le récit de cette bataille, c'est la différence. David, tout petit, qui confronte quelqu'un de grand, un grand guerrier, un géant, by the way, qui a l'arme et tout, et lui qui n'a pas d'arme et qui prend une petite pierre et une lance-pierre pour vaincre. Donc, il faut faire le contraire. Et c'est le contraire que Christ nous a montré. C'est le contraire que Christ nous a montré. En mourant sur la croix, il n'a pas fait une démonstration de force. Les choses se passaient ailleurs. Le bien n'a pas vaincu le mal en se confrontant au mal ou en faisant doublement le mal. Non, le bien a vaincu le mal. L'amour a vaincu la haine. Voilà, c'est juste comme ça en faisant le contraire. Donc, nos compétences non conventionnelles, lorsqu'on les identifie, lorsqu'on les identifie, on commence à les utiliser. Mais tu veux être compétent pour quoi? Really? J'élève un peu les débats. Ta compétence te servira à long terme à faire quoi? À gagner un salaire? À sortir du lot? Oui, mais ceux qui sortent du lot, ce n'est pas des choses qu'ils font en saupoudrage. Ce n'est pas du saupoudrage. Le saupoudrage, il est ponctuel, il est temporaire. Je parle ici de biens durables, de développement durable et je parle même de richesse durable. Parce que même si tu fais quelque chose et que tu acquiers l'argent, ça ne dure qu'un moment et ça ne dure pas. Mais quand tu travailles en toi et que tu arrives à faire ces choses-là, et que ces choses, tu n'es pas en train de tricher, ce sont des choses qui font ta vie, qui sont alignées, et ça peut faire la différence et ça dure. Super, c'est excellent. Ça me fait penser à une petite histoire de maman. J'ai 2 garçons et quelquefois, ils peuvent se sentir un peu découragés. Et je leur rappelle quelquefois 2 expériences qui sont des expériences extrascolaires, hein. Ils ont fait du roller, donc c'est un sport de patinage où on tombe quand on démarre. Donc je leur rappelle, aujourd'hui vous savez faire du roller, mais souvenez-vous, au départ, qu'est-ce qui se passait? Vous glissiez, vous tombiez. Le corps se souvient encore de l'impact des chutes, mais aujourd'hui, vous arrivez à faire aisément du roller. Une expérience non conventionnelle qui permet d'aiguiser la persévérance dans l'effort. Pareil pour la natation aussi, hein. Toutes les personnes qui ont appris à nager se souviennent de leur premier contact avec l'eau. Ou quand on panique, on coule. Donc, toutes ces expériences-là, chers parents, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'intentionnalité, beaucoup de lucidité dans le choix des activités extrascolaires pour les enfants. Et pour nous adultes aussi, dans la relecture, d'avoir cet exercice-là pour nous permettre d'identifier qu'est-ce que tout ce parcours, tout ce chemin m'a appris. Qu'est-ce qu'il y a dans ma valise, comme disait Anna. Justement, Aurélie, tu les aides à faire cette relecture. Mais ça, ils ont la chance d'avoir une maman qui les aide à faire cette relecture et sortir quelque chose. Mais nous, qui va nous parler? Qui va nous aider à faire cette relecture? C'est à nous-mêmes de nous arrêter, de mettre les projecteurs sur nous et d'en tirer les leçons. Mais lorsqu'on court tout le temps, on ne s'arrête jamais sur nous. On ne prend jamais le temps, comme je dis, de nous traiter en VIP. Il faut faire silence. Il faut, il faut faire silence, apprendre à méditer, apprendre à relire nos vies. Comment je vais faire demain? Bien sûr, bien sûr. Ça, quand même, c'est du jamais vu, hein? Tout va bien. Je me souviens aussi d'une de tes interventions où tu faisais allusion à, en parlant de l'environnement aussi, hein,
Euh, Quelquefois, quand on se sent découragé, il est bon d'avoir autour de nous des personnes qui vont nous redire nos, nos forces, des choses qu'on a pu démontrer par le passé pour nous booster quand on est au cœur du creuset, au cœur de l'épreuve. Tu faisais allusion dans cette intervention à une pratique de notre culture qui est le fait d'avoir des griots. Mhm. C'est pas avoir des personnes, comme on dit en Côte d'Ivoire, des repéros, hein, mais des personnes de confiance qui sont capables de nous dire, là, tu es découragé, voilà, tu as le moral dans les chaussettes, Ouais. mais ça va passer parce que par le passé, tu as été capable de démontrer telle chose et ça rebooste. Ça permet aussi de traverser ces moments difficiles. Ouais. Je prends l'exemple de LeBron James, le basketteur. Non, avant de rentrer sur le terrain, il a son speaker, son coach, qui lui parle et qui lui rappelle qui il est. Il lui parle. Yeah, do you know you can do it? You are the best at it. You've did it. Tu l'as fait. Tu es le meilleur dans ça. Tu l'avais fait. Telle chose, telle chose. Il lui rappelle ces choses. Ici au Sénégal, c'est dans nos traditions. Donc, on a les griots, par exemple, qui te rappellent qui tu es et qui te rappellent qui, qui sont tes parents. Pourquoi toi, dans votre lignée, vous ne faites pas ça? Parce que tu es ça, 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 ça. D'ailleurs, ton arrière-grand-père avait fait ça. Ton père lui-même a fait ça. Toi, tu ne peux pas déroger. Tu feras ça parce que vous êtes de ceux qui gagnent. Vous êtes de ceux qui marquent les cœurs. Vous êtes de ceux... Et il te rebooste. C'est ce que j'appelle reconstituer ses cellules. Sometimes, on a besoin de reconstituer nos cellules. Et même nous-mêmes, si on n'a personne pour le faire, il faut qu'on l'écrive. Et je dis aux gens, si vous n'avez personne, écrivez. Réécrivez vos victoires. Et justement, sur LinkedIn, un monsieur m'avait appelé et m'a dit qu'il voulait me parler. Il voulait me parler parce qu'il est sur le point de faire un entretien. Je lui dis, d'accord, appelez-moi. Il m'a appelé sur mon téléphone par WhatsApp et on a parlé. Et je lui pose la question, est-ce que vous êtes allé à l'école? Et il me dit, Madame, vous me faites perdre mon temps. Je suis sur le point d'aller en entretien. Vous me demandez, est-ce que j'ai été à l'école? Que non, moi, je n'ai aucun problème pour croire que vous avez été à l'école. Mais vous avez oublié que non seulement vous avez été à l'école, vous avez fait des examens et ce n'était pas évident. Vous avez fait plusieurs examens et vous êtes sorti. Vous postulez pour quel poste? Il me dit directeur de je ne sais quoi. Je dis OK. Donc, vous avez été sûrement chef de département. C'est vous qui oubliez que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats et que vous avez gagné. Celui que vous allez rencontrer à l'intérieur, c'est quelqu'un qui a eu ses propres combats. Mais vous aussi, vous avez eu vos combats, vous avez eu vos initiations. Rentrez là-bas et calmez-vous parce que vous êtes capable. Et lorsqu'on relit ce qu'on a traversé, on se capacite encore plus. Et nos cellules sont reconstituées. Parce que pourquoi je dis reconstituées? C'est comme si lorsqu'on est stressé ou qu'on est devant un examen ou un gros challenge, c'est comme si on est dispersé. Maintenant, il faut qu'on prenne le temps de tout ranger encore et de repartir en personne complète, de rentrer dans la salle d'entretien, dans l'examen en une personne complète. Quelqu'un me disait que lorsque Nelson Mandela est rentré au Parlement anglais, que les gens avaient la chair de poule de la tête aux pieds. Je dis oui, parce que la personne qui est rentrée, c'est une personne remplie de substance, de ce qu'il a accompli, ce que les gens ont entendu de lui, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire, conscient de sa mission. Ce n'est pas une coquille vide qui est rentrée, c'est une personne remplie de substance. Et donc, ce sont ces haltes, ces relectures, ces victoires, ces épreuves, c'est tout ça qui nous donne de la substance. C'est très fort. Merci beaucoup. Le temps passe vite. Je vois qu'on est déjà, on s'achemine vers la fin de notre session. J'aimerais que tu dises encore un message aux personnes qui seraient parmi nous, qui nous écouteraient, ou même à des personnes qu'elles connaîtraient, qui doutent encore de la valeur de leur histoire. S'il y avait un message à faire passer ce soir, ça serait lequel?
Celui qui t'a créé n'est pas un amateur. Ce n'est pas un bricoleur. Il sait ce qu'il fait. Je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes des croyants. Dieu n'est pas un amateur. C'est pas un bricoleur. Il sait ce qu'il a fait en nous. Les épreuves de la vie ont dû défigurer certains, décourager, désillusionner, décevoir certains. Mais on est encore vivant. Donc, il est possible de refaire la chose. Il est possible de créer, d'embellir. Il est possible de réparer les choses. Il est possible de changer de direction. Et ce qu'il y a autour de toi, si tu ne peux pas changer, tu ne peux pas agir sur l'environnement parce que tu ne maîtrises pas l'environnement, c'est hors de toi. Ce que tu peux, sur lequel tu peux réagir, c'est sur toi-même. Et pour réagir sur toi et être, en tout cas, au maximum de tes capacités, il faut d'abord reconnaître qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire et qu'il y a des choses qui ne marchent pas trop. Et là, tu commences à maîtriser, ensuite te maîtriser. Et puis pense à te pardonner les choses. Pour garder une vie, c'est comme un trésor et qu'on doit l'embellir, apprendre à reluire, à embellir comme on prend soin de notre peau. Il faut prendre soin de notre être intérieur, embellir, mettre de la lotion, faire ce qu'il faut pour en prendre soin. Donc réellement, prenez soin de vous parce que vous n'avez que vous-même. Votre meilleur allié, c'est vous-même. Prenez soin de vous. Celui que vous a fait n'est pas un amateur, il sait ce qu'il fait. Et donnez-vous des missions, de grandes missions, de belles missions. Vous vous réveillerez les matins pour les accomplir. Super. Là, j'ai envie de titiller, juste avant de prendre les questions des participants, de titiller un peu ta casquette de spécialiste en art oratoire. Et C'est des choses qui sont importantes, qui ont de la valeur ce soir pour les personnes qui auraient encore des doutes. On est tous convaincus. Comment yes. est-ce que, à l'occasion d'événements professionnels comme un entretien, on peut pitcher ça de manière à se distinguer? Bon, d'éviter l'improvisation. Éviter l'improvisation d'abord, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se préparent pas assez, je pense. Ensuite, je commencerai, je dis des choses tout le temps non conventionnelles, par démystifier la personne qui est devant moi. Aurélie, et c'est DRH, et puis bon, voilà, je verrai Aurélie, je l'imagine, imagine, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je sais faire. Soyez à l'aise. Je pense que c'est ce qui est au fond de l'être humain, c'est ce qui touche. Chez nous, on a ce qu'on dit en Wolof, lu jóge ci xol lay dal. C'est ce qui sort du cœur qui touche le cœur. Et donc, ce que vous dites, votre CV, il faut que ce soit vraiment aligné avec votre réalité. Ces décalages-là, c'est ça qui fait qu'on bug souvent. On bug, on est stressé, on bug. Mais aujourd'hui, moi, je vais en entretien avec Aurélie. Un, je n'ai rien à prouver. Deux, I am good. You know? And I know that I'm good. So, êtes-vous bon? Est-ce que vous êtes bon? Ces choses-là, sans aucune prétention, si vous êtes bon, les choses vont couler de source. Right? Et donc, c'est ce temps de capacitation personnelle qu'il faut préparer d'abord. Voilà, en termes d'art oratoire, c'est un art. C'est un art. Et l'art suppose le beau. Suppose le beau, mais personnellement, je ne fais pas de conférences ou de formation en art oratoire sans faire au préalable ou le coupler à une formation en développement personnel. Parce qu'il y a l'art, tout ce qu'on fait, la gestuelle, la diction, la mélodie et tout cela, c'est correct, right? Mais c'est du théâtre. Si ça ne s'aligne pas avec la personne, si ça ne s'aligne pas à son être intérieur, ça devient du théâtre. C'est pourquoi il y a pas mal de personnes qui donnent des cours en art oratoire et qui viennent et qui exhibent l'art oratoire. Ils disent qu'ils ont fait de l'art oratoire. Je dis, oh, OK. Mais ça, on t'a donné les techniques, mais la technique ne s'est pas alignée avec ta personnalité. Du coup, il y a un décalage et ça devient un truc. Il faut qu'on soit aligné. Il faut qu'on prépare quelque chose qui est du sérieux pour nous, qu'on réagisse comme des personnes qui sont alignées. Super. Merci beaucoup, Anna.
Je pense qu'on va ouvrir la session de questions. Il y a beaucoup de réactions dans le chat. Encore toutes mes excuses, hein, je suis très, très enrhumée. Toutes mes C'est nous qui excuses. te remercions. Alors, je vais me laisser guider par Ashley, la voix off. Oui, Est-ce que nous merci avons des beaucoup, questions pour Anna? Anna. Alors, on a une seule question formelle, le reste, c'est plus des réactions sur ce qui a été dit. Donc, la question formelle, c'est comment tuer le Goliath du découragement et de la paresse? Alors, je peux y répondre, Aurélie? Bien sûr. Alors, tu sais, je suis certifiée en thérapie cognitive du comportement. Et le cerveau marche comme YouTube. Ah. Ah mais presque. Tu demandes quelque chose et il te le sert. Il te le sert parce qu'il pense que tu lui as commandé quelque chose. Je me dis aujourd'hui, si vous êtes découragé et que vous restez dans votre chambre, vous n'avez pas fait ce que vous voulez, rien que pour vous habiller et tout ça, ça prend du temps. Il va falloir que d'abord qu'il y a un minimum que vous devez faire et pour pousser un peu, c'est-à-dire mettez-vous en action. Habillez-vous mieux. Habillez-vous sérieusement. Je donne des astuces, hein. Habillez-vous sérieusement. D'accord? Et même avant ça, est-ce que vous pouvez apprendre à planifier? Réveillez-vous le matin, choisissez, ah, aujourd'hui, je voudrais accomplir au moins ça, ça et ça. 3 choses. Je voudrais au moins régler cette chose, cette chose, cette chose. Et prenez le temps de penser à ça pendant 5 minutes avant de vous réveiller. Quand vous êtes réveillé, habillez-vous. Mettez-vous sur votre 31 et sortez. Sortez. Il y a des personnes qui sont découragées, qui sont restées longtemps sans travailler. Aujourd'hui, je prenais l'exemple de quelqu'un, un oncle, je ne sais pas, n'importe qui est resté 15 ans sans travailler. Après, on peut lui reprocher de ne pas aller travailler, d'être un paresseux. En réalité, il ne peut même plus parce que la personne a perdu l'estime d'elle-même. Donc, il faut que la personne retravaille à regagner l'estime d'elle-même. Et l'estime de soi, on ne le gagne pas seulement en nous habillant, en étant beau, on gagne l'estime de soi en faisant de bonnes actions. Faites du bénévolat. Faites des choses que vous faites gratuitement, sans rien attendre de retour, pour regagner d'abord votre estime de vous-même. Et la paresse, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de remède. Pour vaincre ses peurs, il faut faire ce qui nous fait peur, n'est-ce pas? Il faut affronter ce qui nous fait peur. Donc, on se lève, on s'occupe, on met quelque chose dans notre agenda. On s'occupe. Voilà. Et comme ça, quand je disais que ça marche comme dans YouTube, c'est que des fois, tu te lèves, tu ne te sens pas bien. Parce que tu ne te sens pas bien, tu choisis une chanson très mélancolique, très, très mélancolique. Du coup, c'est comme si tu as dit au signal au cerveau, présente-moi tout ce qui est mélancolique. Tu vas sortir, le ciel est gris pour toi, ensuite les gens ne sont pas gentils, ensuite telle chose, ensuite telle chose, bref. Et la journée passe et tu n'as pas été productif. Comment tu vas faire maintenant? Tu vas t'efforcer parce qu'il y a au moins le premier pas. Tu vas shifter your mindset. Tu changes de chanson. Prends quelque chose qui va te faire vibrer, quelque chose qui va te faire chanter. Et du coup, faites l'exercice. Les gens deviennent plus gentils, les opportunités deviennent plus présentes, les choses deviennent plus trucs et vous avez plus d'engouement pour ce que vous faites. Donc, choisissez. La musique est une énergie très, très forte, hein, qui partage des vibrations et il y a même ceux qui font ce qu'on appelle la musique thérapie. Essayez cela. Essayez ça et ne restez pas trop longtemps seul, découragé seul. Mettez de la bonne musique, sortez. Ici, je dis aux gens, prenez votre voiture, allez-y sur la corniche au bord de la mer, ouvrez, achetez une noix de coco, buvez l'eau et puis faites des choses qui vous feront plaisir. Merci beaucoup. Super, Il y a une super. autre question.
Que proposez-vous? Donc, c'est Lucien Albert Gomis qui demande, que proposez-vous à ceux qui savent ce qu'ils veulent faire mais qui procrastinent? Je propose, excusez-moi, de m'appeler parce que tu as besoin de déclic. Non, ils ont besoin d'un déclic. Time is running. Le temps ne nous attend pas. Chaque jour compte. Cette citation de Confucius que j'aime, on a deux vies et la deuxième commence lorsqu'on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie. Ouh, on n'est pas en essayage là. On n'est pas en période de test. Ce jour qu'on a vécu ne reviendra pas. Ne reviendra pas. So you get back to work and get the job done. Chaque jour compte. Chaque jour compte. La deuxième vie commence lorsqu'on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie. On ne va pas la revivre. Donc, pas la peine de procrastiner. Lève-toi, commence à faire quelque chose. You know, quand il faut forcément un exercice. Les athlètes ne sont pas des champions comme ça. Si on appelle une discipline, c'est qu'il faut faire, refaire jusqu'à gagner cette compétence, cette constance. Donc, il faut vraiment que ceux qui procrastinent, qu'ils enlèvent ça de leur tête. Oubliez ce mot. Que ça ne fasse même pas partie de votre vocabulaire. Vous n'êtes pas de ceux qui font ça. Sortez ça de votre mot. Parce que lorsque vous commencez à penser procrastination, ah, moi, je suis comme ça, telle chose, même si on dit que c'est des gens très doués hein, qui procrastinent et à la fin, ils le font en 30 minutes. Mais pensez, c'est lui qui a fait ça en 5 minutes et qui l'a bien fait, s'il avait pris le temps de le préparer, qu'est-ce qui serait sorti en termes de résultats? Peut-être un résultat bien meilleur. Alors, offrez-vous le luxe de faire mieux que ce que vous êtes en train de faire, mais faites-le. Sinon, vous serez enterré avec et ça, c'est pas bon. Super. Merci. Il y a Les Priscilla, questions pleuvent maintenant. On il y va a quand même être Priscilla qui attentif au temps. demande. Oui. Oui, mais c'est des questions importantes, donc je veux quand même les poser, puisque on n'est pas sûr que quelqu'un d'autre pourra y répondre. Priscilla demande, qu'est-ce qui fait que vous êtes orienté vers l'armée? Oh, c'est l'armée qui s'est orientée vers moi. En fait, c'est vrai, en fait. Enfin, je fais le leadership depuis un moment. C'est des temps de recherche hein, que j'ai fait avec les Maasai en Tanzanie, en Nairobi, voilà, ici au Sénégal. Donc, c'est vraiment des recherches. Et c'est eux qui m'ont appelé. Voilà, c'est l'armée qui m'a appelé. Ils m'ont essayé. Parce que je pense qu'il y avait un consultant qui le voulait et le gars n'était pas dispo. Donc, ils étaient en train de chercher et quelqu'un leur a dit, je sais que vous ne voulez pas sortir des sentiers battus, mais il y a une dame que je connais et qui fait ça, 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 ça. Et vraiment, ils m'ont appelé et ils ont aimé ce qu'ils ont vu avec la grâce de Dieu. Et voilà, et c'est eux-mêmes qui ont recommandé à d'autres d'autres pays. Aujourd'hui, la seule femme intervenante en leadership transformationnel pour le compte des armées. Et leadership, oui. Commandement des hommes. Leadership. Bon, parce que c'est... Et eux, ils sont confrontés à la vie ou à la mort. Donc, c'est le côté le plus Plus extrême. extrême du leadership. Ils ne suivent pas, les hommes ne suivent pas n'importe qui. C'est pas parce que tu es ton nom, ton grade est général, que lorsqu'il va falloir mourir, tu vas dire, il faut faire. Alors là, et là, c'est là que tu comprends que l'alignement est important. Parce que se dire leader pour 2 jours, c'est facile. Mais partager le bataillon 2 ans en opération et rester le leader, réellement, si tu n'es pas aligné, tu ne feras pas long feu. Et ils verront les ravins de ton cœur. Ils verront tes pauvretés. Ils verront, parce que ça va bugger à un moment donné. C'est pourquoi l'alignement est très important. L'authenticité dans le leadership est extrêmement important, extrêmement important. Donc, c'est une grâce hein, que j'ai eue et que j'aime beaucoup parce que c'est avec beaucoup d'humilité qu'ils écoutent et qu'ils prennent note et qu'ils appliquent. Hein. Certains d'entre eux sont devenus des généraux et voilà, et pas n'importe quel homme parce qu'ils ont décidé de ne plus vivre leur vie en brouillon. Voilà, et de comprendre ce qui agit dans leurs humeurs, dans leur façon d'être.
Ça, ce sera un thème sur le leadership, Aurélie. Oui, super. Alors, Yes. Ashley, on va pas clôturer sans le résumé d'Ashley the Huge. Les Ah, j'ai habitués pas fait de connaissent. résumé, hein. C'est la rentrée. Moi, mon cerveau, il n'est pas rentré, hein. Franchement. Non! Mais bon, comme sur la parole d'Anna qui dit de ne pas procrastiner, on va essayer de faire quelque chose. Euh, voilà, sinon, si j'attends la prochaine conférence, peut-être que d'ici là, je ne pourrai pas. Donc, je vais essayer de faire avec ce que mon cerveau a bien voulu retenir et chauffer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alors, quand bien même une compétence serait le produit de l'histoire, d'un parcours, de choix ou de plusieurs impacts des événements, c'est aussi les choses qui ne sont pas forcément notées sur notre CV. Compétences non conventionnelles. C'est l'ensemble des éléments qui remplissent la valise de la vie, mais pas n'importe laquelle. Cette vie qu'on a décidé de vivre au propre en ayant jeté le brouillon de la première. La réalité n'est pas la vérité, mais la perception est plus importante que la réalité. Donc, pour être quelqu'un d'authentique, il faut que ce qu'on perçoive de moi soit aligné avec ma réalité. Donner un sens à l'épreuve, c'est faire preuve de nombreux avantages dans les nombreux dégâts collatéraux qui parfois sont plus des ravages pour notre âme que des nourritures pour notre esprit. Les eaux calmes ne font pas des bons marins, mais les eaux troubles font des marins chevronnés. L'orgueil, est un Goliath qui peut détruire l'homme, mais l'humilité est un David qui nous apprend beaucoup sur être un homme à l'image de Dieu. Et si jamais vous avez oublié votre valise, prenez votre bagage où vous avez écrit toutes vos histoires, car c'est de là que vous serez un talent au service d'une multitude et que vous ferez la joie du Seigneur en toute altitude. Merci. Merci Ashley. Nous arrivons au terme de notre conférence. Grand merci à Anna. Anna, j'ai pas de mots. Merci beaucoup pour ces partages très inspirants malgré ton état de santé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, prompt rétablissement. On se donne rendez-vous le mois prochain, le deuxième mercredi du mois. La rentrée de Beyond, c'est fait. Donc, on reprend nos carnets. Cette année, on va noter plus que jamais parce qu'on doit être en mode relecture pour réajuster nos histoires, ne plus être au brouillon. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et Alors, à Aurélie, très juste, il y bientôt. a des personnes qui demandent pour tout ce qui est formation pour Anna. Donc, laissez vos mails dans le texte pour qu'on puisse vous envoyer un mail avec les informations nécessaires. Très bien. Anna, si tu veux partager une actualité, quelque chose, n'hésite pas. Ok. Donc, ça va. Voilà, super. Ouais, Très bien. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. bientôt. Ah, oh là là.